Du coup, juste bonjour à tous. Est-ce qu'on peut juste tous s'asseoir, s'installer, puis comme ça, on va pouvoir commencer la conférence. Je vais s'asseoir. Ah Pardon. Bonsoir. La table bouge, donc voilà. C'était un cri de surprise. C'est vrai que c'est assez bancal. Non. Même en cours. Pardon ? Très bien. Oh, Julien. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un entretien avec Madame Sandrine Rousseau. Donc, je vous remercie Madame Rousseau d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour votre invitation. Donc, je vous présente Madame Sandrine Rousseau, candidate à la primaire d'Europe Écologie Les Verts contre Yannick Jadot en vue de l'élection présidentielle de 2022. Désormais députée Europe Écologie Les Verts NUPES, vous êtes également enseignante-chercheuse en sciences économiques, menant des recherches dans les domaines de l'économie et de l'environnement et du développement durable. Vous avez coécrit avec Adélaïde Bon et Sandrine Roudot Par-delà l'Androcène, et c'est paru en 2022. Convaincue de l'intersectionnalité des luttes, vous portez de nombreux engagements, allant de la lutte contre la violence faite aux femmes à celle de l'écologie. Donc aujourd'hui, nous parlerons d'écoféminisme, de réforme des retraites et aussi d'union de la gauche. Donc, Par-delà de l'Androcène, c'est le titre de votre essai paru en septembre de l'année dernière. Mais qu'entendez-vous exactement par Androcène ? Alors, l'Androcène, ce mot qui a fait tant discuter. Bon, déjà, bonjour, je suis très heureuse d'être à Reims, de vous voir aussi nombreux et nombreuses. Bonjour. Alors, l'Androcène, on a qualifié comme ça. Alors, c'est pas nous qui avons inventé le mot, ça a été déjà utilisé dans les écrits écoféministes. C'est l'idée de dire qu'il y a un lien entre la réification de la nature, c'est-à-dire l'objectivation de la nature, la transposition de la nature en des objets marchands qu'on peut sans limite en fait extraire, utiliser au titre du profit que ça va générer dans le système économique, et l'exploitation des humains, et dans l'exploitation des humains la domination des femmes. Et en fait tout cela fait référence à une hiérarchie sociale qui s'est mise en place disons entre le XVIIe et le XIXe siècle, qui consiste évidemment à mettre l'homme européen en haut de cette pyramide et de hiérarchiser tout le reste du vivant, et de poser aussi cette distinction qui arrive à peu près au XVIIe siècle entre nature et culture, entre le bon sauvage et ce qui est civilisé. Et cette distinction entre nature et culture, pour moi, elle structure la mise en place du système capitaliste dans lequel nous sommes aujourd'hui, et est mis du côté de la culture tout ce qui est technologique, tout ce qui est science, tout ce qui est savant, tout ce qui est rationalité, et tout ce qui est dépourvu aussi d'émotion. Et on met du côté de la nature, merci, et on met du côté de la nature tout ce qui est de l'ordre du sensible, et tout ce qui n'est pas considéré comme étant noble, pas les arts, pas la culture, mais pas les cultures évidemment, mais pas les arts, pas les sciences, pas tout ça. Et on remise du côté de la nature, eh bien les femmes qui sont considérées comme hystériques, soumises à leurs émotions, à leur corps en fait, à leur sexualité aussi, puisque je rappelle, et je fais une parenthèse, que l'idée que la sexualité est un besoin comme ça irrépressible, en fait, au départ c'était les femmes qui étaient jugées comme cela, et c'est une des raisons pour lesquelles on les a
a beaucoup enfermés, caractérisés d'hystériques, etc. Et puis, on met du côté de la nature, évidemment, les peuples des pays colonisés, évidemment, les Noirs qui subissent l'esclavage, et tout cela est du côté du sauvage. Et dans le même mouvement, dans le même moment historique, en fait, on transforme la nature en une somme de ressources naturelles totalement marchandes, et on désacralise, ce qui était quand même l'idée du Moyen-Âge, on désacralise totalement les objets naturels, de sorte qu'on a un monde qui est séparé en deux, avec certains qui s'arrogent le droit d'exploiter tous les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas complètement sortis de l'Androcène, quand bien même il y a eu des progrès, notamment pour les femmes, notamment les décolonisations, etc. Nous sommes encore empreints de ce système-là, et c'est en cela que je pense que le capitalisme est profondément empreint d'Androcène. Et alors on peut parler d'extractivisme, on peut parler de productivisme, à la fin on parle quand même de capitalisme, et que ce capitalisme ne se réformera pas et ne tombera pas si nous n'en analysons pas les fondements, et dans ces fondements, il y a l'Androcène. Et du coup, sur la suite de cette analyse, pourquoi ne pas parler de capitalocène, Et parce que les hommes ont un rôle particulier dans cette affaire, voilà. Et que... alors, c'est pas... quand je dis ça, évidemment, il y aura toujours quelqu'un dans la salle pour me dire « c'est pas tous les hommes ». Je sais, c'est pas tous les hommes, et je sais que c'est pas les hommes qui sont nés maintenant qui sont responsables de toute la mise en place de la société industrielle. Mais pour autant, il faut quand même pas nier le fait que au XIXe siècle, alors au XVIIIe et au fin XVIIIe, début XIXe siècle, il y a eu toute une entreprise pour faire en sorte que les femmes soient enfermées dans le foyer, enfermées dans la domesticité. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont été en charge de ce qu'on appelle la reproduction. Alors la reproduction au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'elles devaient faire des enfants, mais la reproduction aussi au sens plus large du terme, puisqu'elle devait s'occuper de nourrir, de nettoyer, d'assurer une forme d'hygiène pour libérer les ouvriers à l'époque de toutes ces contraintes domestiques et leur permettre de libérer du temps pour aller à l'usine. Et il y a un slogan des années 70, des féministes des années 70 que moi j'aime énormément, qui est « Ouvriers de tous les pays, qui lavent vos chaussettes ?» Et la réponse, c'est vos femmes. Et en effet, on peut être, et ça c'est quand même quelque chose qu'il est peut-être important de poser maintenant, c'est qu'on peut être discriminé dans l'échelle sociale. Les ouvriers, objectivement, sont dans une situation de domination économique, mais ils ont quand même toujours quelqu'un qu'ils peuvent exploiter gratuitement, et en fait, c'est leur femme. Et ça, je crois que si on ne comprend pas ce schéma-là qui est au fondement même de la formation du profit, et que ce travail gratuit joue un rôle dans l'accumulation capitalistique, eh bien, on ne comprend pas que, en fait, le système est vicié à ses bases. Et donc, on peut imaginer qu'il y ait une croissance verte, mais ce sera une croissance d'Elon Musk, quoi. Ce sera une croissance de ceux qui auront le capital et qui augmenteront leur capital en s'appropriant probablement une partie de la nature, des ressources, de quoi vivre, en mettant de côté l'essentiel du reste de la population mondiale. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à un croisement de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas certain que l'écologie qui s'impose soit une écologie de gauche, donc une écologie égalitaire, une écologie de coopération, de partage et d'encadrement du système économique. On peut aussi avoir une écologie d'ultralibéralisme où si vous avez l'argent, vous avez les moyens de vous adapter. Si vous ne l'avez pas, vous crevez et c'est pas grave. Et en fait, tous les débats, par exemple, pour moi, autour de l'immigration, révèlent ce dilemme-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on laisse les gens mourir dans la Méditerranée au nom du fait qu'ils n'avaient pas à migrer, mais pour protéger avant tout notre système de développement à nous et notre économie à nous, ou est-ce qu'on est au contraire dans une gestion et dans une compréhension très différente des flux migratoires qui arrivent avec le réchauffement climatique? Et c'est la question qui nous est posée. C'est une question presque, j'ai envie de dire, l'humanité a très peu de moments comme ça où on doit se poser des questions aussi essentielles que est-ce qu'on poursuit l'organisation sociale telle qu'elle est actuellement qui nous conduit dans le mur, ou est-ce qu'on bifurque? Et si on bifurque, comment fait-on? Et cette question-là que l'on se pose aujourd'hui est une question que l'on se pose en temps de paix, relative évidemment, parce qu'on n'oublie pas non seulement l'Ukraine, mais le Soudan et bien d'autres régions dans le monde.
Mais on a quand même, nous en France, un climat, et en Europe, un climat de paix. Et donc, la question qui nous est posée, c'est aurons-nous l'intelligence collective de comprendre que nous sommes à une limite ? Nous sommes à une limite planétaire, une limite sociale. Nous ne pouvons pas continuer comme nous sommes actuellement. C'est impossible. Il y a une limite physique de notre mode de développement. Serons-nous en mesure de faire en sorte que chacun et chacune prenne le tournant ou accélérerons-nous le modèle actuel qui consiste à ce que quelques-uns s'accaparent au détriment de tous les autres ? Et en fait, c'est ça la question presque fondamentale, enfin, j'ai envie de dire existentielle que nous avons à nous poser aujourd'hui. Serons-nous capables de faire ça ? Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse et c'est la question que j'essaye de poser dans le débat politique. Et merci. Pour revenir sur ce que vous avez dit, vous avez affirmé aujourd'hui sur France Info la nécessité de déviriliser la politique. Est-ce que, selon vous, la crise politique actuelle est une conséquence donc, de cette androcène ? Oui, je pense que Emmanuel Macron est une des figures de cette androcène. Oui. Je pense que sa manière de gérer la crise des retraites révèle des codes du pouvoir qui sont des codes qui ont été identifiés, qui ont été construits socialement comme masculins, c'est-à-dire c'est des codes d'absence d'empathie, des codes de leadership fondés sur la conquête, sur la victoire, sur l'écrasement de l'autre, et non pas sur l'échange, sur la coopération et surtout sur l'humilité, en fait. Et ça, je pense qu'on arrive au bout de la Ve République de ce point de vue-là. Et ce que j'essaye aussi de faire dans la stratégie politique que je mets en place, parce que ça... Je sais qu'on me reproche beaucoup la question du buzz, mais au fond, c'est une stratégie politique et ce sera sans doute quand même la révélation de cette intervention. Et donc, dans la stratégie politique que j'essaye de mettre en œuvre, j'essaye aussi de poser d'autres codes de la politique, de remettre, par exemple, la question du sensible dans la politique, de remettre la question des émotions. C'est-à-dire que oui, des fois je suis en colère, oui, des fois je suis émue, oui, des fois même j'ai la voix qui tremble, voilà. Et ça fait partie de ma pratique politique que de ne pas masquer mes émotions, précisément parce que je pense que la figure du politique totalement rationnel et finalement indifférent et froid, qui n'est que stratège et qui n'est absolument pas en empathie ou en vibration avec ce qui peut se passer chez autrui et dans la société qu'il a à diriger, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, nous en mesurons les limites et nous en mesurons même les dangers, puisque la seule colère qui reste dans l'espace politique, c'est la seule émotion qui reste dans l'espace politique, c'est la haine et la haine de l'autre. Et en fait, c'est le seul espace qui est laissé aujourd'hui à l'émotion dans le débat politique. Et moi, je revendique le fait qu'il nous faut remettre des émotions, remettre du sensible en politique pour changer aussi la figure du leader, des leaders politiques et faire en sorte qu'on remette un peu d'humanité dans la manière dont nous gérons notamment notre pays. Et pour rebondir sur ça, vous parlez des limites de la Ve République, mais concrètement, dépasser cette androcène, à quoi ça ressemblerait politiquement et sociétalement ? Eh bien, c'est à nous de l'inventer, mais en fait, il nous faut passer d'une société de l'accumulation, du toujours plus, à une société du partage et de la limite. Et en fait, toute l'histoire de la révolution industrielle, et particulièrement depuis l'après-guerre et les 30 Glorieuses, c'est que nous n'avons pas de limite, que l'espèce d'intelligence humaine dont nous nous revendiquons permet de dépasser toutes les limites auxquelles nous sommes confrontés. Et que ce dépassement de la limite, le fait que notre technologie, notre intelligence nous permet de dépasser les limites naturelles, de météo, planétaires, que les rendements agricoles, par exemple, soient moins dépendants de la météo, etc. Tout ce récit du progrès s'accompagne du fait que ce progrès est bénéfique pour tout le monde, puisqu'il permet par l'accumulation de profits de redistribuer une partie de ce profit à ceux qui sont les plus pauvres et les plus vulnérables dans la société. Aujourd'hui, la phrase qu'aurait dit Kenneth Boulding, qui est
ceux qui croient qu'une croissance infinie est possible dans un monde fini est soit fou, soit économiste, eh bien cette phrase de Kenneth Boulding finalement prend tout son sens aujourd'hui. C'est-à-dire, comment fait-on pour réinstaller la limite ? Et ça, c'est un sujet énorme en fait, parce que nous n'avons pas l'habitude de nous limiter. Nous avons perdu la limite de nous limiter. Non pas tant dans nos vies personnelles, parce qu'évidemment, les gens qui n'ont pas d'argent, par exemple, sont emprunts et se confrontent à énormément de limites. Les gens qui n'ont pas de capital social ou moins de capital social se confrontent à plein de limites. Mais la limite de l'intelligence collective vis-à-vis des contraintes planétaires. Et je pense que là, c'est un défi civilisationnel. C'est-à-dire, sommes-nous capables et d'entendre qu'il y a une limite, et de l'accepter, et de partager ce que nous possédons, c'est-à-dire de diminuer la richesse des plus riches, de partager le niveau de richesse, de coopérer, de diminuer notre niveau de consommation, d'aller vers une sobriété, de nous poser la question de savoir ce qui est essentiel et ce qui est accessoire, de nous concentrer sur l'essentiel et de laisser l'accessoire. Sommes-nous capables de faire ça ? Eh bien, en fait, il faut organiser ça dans un cadre démocratique. Et ce débat-là doit avoir lieu. Et ce que je reproche aujourd'hui dans la politique actuelle, c'est que ce débat-là n'est pas posé. C'est-à-dire, de quoi avons-nous absolument besoin ? À la sortie du Covid, on aurait pu se poser cette question. De quoi avons-nous absolument besoin ? Eh bien, la réponse à cette question, les éléments de réponse à cette question, nous devons collectivement nous arranger pour le préserver absolument. Nous avons besoin d'éducation, alors on préserve l'éducation. Nous avons besoin de culture, alors nous préservons la culture absolument. Et tout ce que nous collectivement, tout ce que nous estimons non essentiel, un supermarché, je ne sais pas quelle activité commerciale, eh bien, nous devons organiser ensemble sa diminution progressive. Et ça, ce débat-là, aujourd'hui, n'a pas lieu. Et tant qu'il n'a pas lieu, il est un fake complet de dire que nous prenons le virage de l'écologie. C'est faux. C'est faux. C'est-à-dire qu'au mieux, on met un tout petit peu de peinture verte sur un boulon quelque part. Mais on ne change pas radicalement de modèle. Et je rappelle que les derniers rapports du GIEC nous disent que nous sommes dans une situation catastrophique. Catastrophique. Nous sommes à plus 1,1 degré. La limite que nous nous sommes collectivement fixée est de 1,5 degré. C'est-à-dire que c'est déjà 0,4 degré de plus que ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est 1,5 degré. Aujourd'hui, le GIEC nous dit... Sauf des efforts monumentaux, nous n'arriverons pas à les tenir. Quand est-ce qu'on les fait, ces efforts, en fait ? Et sur quelle base les faisons-nous ? Et aujourd'hui, et je vous parle depuis l'Assemblée nationale, enfin depuis les débats de l'Assemblée nationale auxquels j'ai assisté, il n'y a pas ces débats-là. Il n'y a aucun de ces débats-là. C'est-à-dire qu'on prend la chose petit bout par petit bout, et à chaque fois qu'on prend la chose petit bout par petit bout, eh bien on est confronté à moult barrières pour ne pas faire. Typiquement, la semaine dernière, on avait un débat sur l'alimentation. La question était de savoir comment développer des repas végétariens dans les cantines. C'est pas la révolution des repas végétariens, ça change pas radicalement notre manière de vivre. Eh bien même cela, ça n'a pas été accepté. Aujourd'hui, il y a 4 villages qui n'ont déjà plus d'eau potable. On est dans une sécheresse historique. 43% de l'eau va à l'élevage. Et pour autant, nous ne sommes pas capables de nous poser la question de quelques repas végétariens dans les cantines. Donc, ce que je vous dis là, c'est que tant que nous ne nous sommes pas posé la question fondamentale de savoir qu'est-ce qui est essentiel pour nous et comment nous le partageons collectivement dans un cadre égalitaire ou juste, eh bien, nous ne résoudrons jamais et nous ne prendrons jamais le virage indispensable à la crise climatique qui vient. Et je vous le dis, nous regretterons de ne pas avoir ces débats-là. Parce que si nous ne les avons pas aujourd'hui, alors nous subirons la crise climatique. Et quand nous serons en situation de la subir, ce qui est déjà partiellement le cas, eh bien, nous n'aurons plus les réserves et l'énergie démocratique pour la gérer correctement. Donc c'est maintenant que ça se joue et c'est pour cela qu'il faut être radical maintenant. Vous parlez de la 5e République,
Mais est-ce que vous pensez que les réponses vont se trouver à travers les représentants, sachant qu'on a quand même une crise de la représentation avec une Assemblée nationale qui est majoritairement constituée d'hommes blancs, souvent très aisés. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas penser au-delà de ça, comme à des... comme je peux penser à la Convention citoyenne pour le climat, qui a quand même fait fonctionner l'intelligence collective et qui a trouvé des solutions plutôt intéressantes qui, malgré le fait que Macron ne les ait pas prises en compte, étaient quand même relativement intéressantes. Est-ce que vous pensez qu'il ne faudrait pas dépasser... Dépasser la 5e République ? Oui. Ah si. Et puis c'est urgent même, je vais vous dire, c'est urgent. C'est-à-dire que là, la 5e République n'est pas du tout en mesure de gérer la crise, mais alors clairement pas. C'est-à-dire qu'en fait, on a une hypertrophie du pouvoir dans l'exécutif, c'est-à-dire au gouvernement et chez le président de la République. Et ça s'accompagne d'un leadership politique du guerrier sur lequel je ne vais pas revenir. Bon. Et le Parlement n'a pas de pouvoir, on n'en a que très peu. Et on le voit, moi j'espérais... Parce qu'il n'y avait pas de majorité absolue, qu'on entre dans une forme de démocratie parlementaire en disant on va être obligé de faire des compromis, de constituer des majorités sur tel texte et d'autres majorités sur d'autres textes. Mais j'avais négligé une règle de la Constitution qui consiste à pouvoir mettre autant de 49.3 que l'on veut dans les textes budgétaires. Et que tant qu'on a ça, ben en fait, on a une hypertrophie du pouvoir exécutif, c'est tout. Et donc, on a une centralisation bien trop importante. Et moi, j'ai l'impression aujourd'hui que quelques personnes décident de la destinée d'un pays entier et même contre la vie de ce pays. Et autre chose qui me semble être indispensable dans la 6e République et dont on parle peu, c'est à la fois les contre-pouvoirs, parce que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer de manière assez silencieuse, je trouve, mais qui est très inquiétant sur le fond, c'est la décrédibilisation, voire l'affaiblissement structurel de tous les contre-pouvoirs de notre démocratie. C'est-à-dire que la presse, par exemple, aujourd'hui est aux mains de milliardaires puisqu'il n'y a pas eu de loi permettant d'encadrer la possession d'outils de médias. Donc l'indépendance journalistique est menacée, même s'il y a des médias indépendants qui font des choses tout à fait extraordinaires et gloire à eux. On a des contre-pouvoirs comme les syndicats, par exemple, qui ont vu leur influence considérablement diminué, puisque je rappelle qu'au sein des entreprises, les CHSCT ont disparu, que les délégués du personnel ont disparu, et que tout l'affrontement que nous avons vécu durant les retraites vise à décrédibiliser à moyen et long terme les syndicats et l'importance du dialogue social. Mais on pourrait aussi parler des universités. C'est-à-dire que les universitaires, par leur indépendance et par leur statut d'indépendance, sont aussi une forme de contre-pouvoir par leur recherche. Et on voit toutes les politiques qui sont menées auprès des universités pour essayer de mettre de l'argent privé, de faire de la recherche, une recherche avec un débouché immédiat, si possible productif, etc. Et donc, en fait, si on prend tous les contre-pouvoirs les uns après les autres, bon, je ne parle pas de la justice qui est abyssalement sous-dotée, etc. Donc, tout cela fait qu'en fait, on a non seulement une hypertrophie du pouvoir dans l'exécutif, mais en plus une absence de contre-pouvoir, et le Parlement aujourd'hui n'en est pas un réel. Donc, si on a une 6e République, il faudra évidemment décentraliser, il faudra évidemment des contre-pouvoirs, il faudra évidemment une démocratie parlementaire, mais aussi une démocratie de territoire, puisque là, ceux qui sont par exemple complètement absents de la question, ce sont les territoires. Or, par exemple, si on prend le débat des retraites, et j'en termine là parce que j'imagine que je suis trop longue, mais si on prend le débat sur les retraites, on sait que le décalage de 2 ans de départ à la retraite va mettre tout un tas de personnes entre 55 et 64 ans au RSA ou en incapacité ou en invalidité. Tous ces bénéficiaires de l'assurance sociale d'une manière générale sont en grande partie gérés par les départements. Quel est le débat des départements là ? Vous les voyez dans le débat ? Ils n'existent nulle part. Et pourtant, les finances des départements sont déjà ultra tendues. Je rappelle qu'aujourd'hui en France, il y a 20% des personnes qui devraient bénéficier du RSA qui n'en bénéficient pas. Donc en fait, on va tendre encore la situation sociale. Et aujourd'hui, les territoires qui auraient pu être aussi des contre-pouvoirs dans la réforme des retraites en disant la réalité de ce qu'ils vivent au quotidien, eh bien, n'existent pas. Donc oui, vivement et urgemment une nouvelle République.
Merci déjà. Et pour revenir un peu sur ce dont on parlait avec le mouvement social, et puis on va partir sur la partie mouvement social, réforme des retraites, on voit globalement qu'il y a une recherche de radicalité et que le mouvement se radicalise au fur et à mesure depuis les mois là où on est mobilisé. Concrètement, dans les mouvements, comment penser cette radicalité-là et après comment la mettre en exergue et comment faire déboucher de cette radicalité-là de l'opposition à un mouvement concret et puis des avancées concrètes vers cette 6ème République. Est-ce que je condamne la violence, c'est ça? Non, exactement, uniquement. Non, radicalité au sens... Non, mais là, en effet, je pense qu'une radicalité va se mettre en œuvre qui, d'ailleurs, peut avoir plusieurs débouchés. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des actions qui soient plus ou moins tendues, violentes dans l'affrontement. Je pense qu'on peut aussi imaginer un détournement du politique massif, c'est-à-dire de l'abstention, et évidemment aussi un vote qui se tourne vers les extrêmes. Mais on peut aussi imaginer un autre scénario qui est que la radicalisation gagne la population dans son ensemble. Et moi, j'ai été par exemple très impressionnée du mouvement qui paraît tout bête, de ces 20 heures avec casserole où tout le monde tapait sur des casseroles. Ça peut paraître anecdotique, mais en fait, ce qui m'a vraiment interrogé dans ce mouvement, c'est qu'il est spontané, il vient c'est Attaque, je crois qu'il l'a lancé en premier, relayé après par LFI, mais bon, quand même, il est assez spontané. Il a été relayé partout en France, il y a plein de gens qui ont pris leur casserole, et en fait, ça a dépassé une organisation structurée d'un mouvement social. Et je pense que ça peut aussi être ça, la radicalisation, c'est-à-dire faire en sorte que... Alors peut-être que tous les jours à 20h, on va taper sur des casseroles après avoir applaudi les soignants, mais peut-être aussi que ça prendra d'autres formes qu'on n'imagine pas encore actuellement. Et c'est aussi une forme de radicalisation de faire que ça soit la mamie d'à côté ou le papy de là ou les personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller en manif là, qui tout à coup se mettent à taper sur des casseroles. Et ça, pour moi, c'est aussi une issue de la radicalisation. Et j'ai envie de vous dire... J'ai très envie de croire à cette issue-là parce que je pense que ce serait l'issue la plus puissante, en réalité la plus forte, et celle qui vraiment serait de nature à changer le cours de l'histoire de cette satanée réforme des retraites. Justement, on parle de radicalité et le gouvernement est vraiment en train de diaboliser maintenant les forces de gauche, ce qui laisse la place à l'extrême droite qui instrumentalise maintenant la crise, d'ailleurs, comme elle le fait toujours. Comment est-ce qu'on se place face à cela? Est-ce qu'on discute avec ces personnes qui, justement, ont été manipulées par l'extrême droite et maintenant veulent voter pour ces partis-là? Ou comment est-ce qu'on se place en tant que force de gauche? Vis-à-vis du Rassemblement national et de Vis-à-vis leurs du électeurs. Rassemblement national, oui. Alors... je vais vous dire comment moi je me place. Après, je ne suis pas certaine que ce soit... après, chacun analyse les choses comme il veut. Mais moi, en tous les cas, je vais vous dire mon analyse des choses, qui est que moi, je pense qu'il faut taper à fond sur l'extrême droite et rediaboliser l'extrême droite, en fait. Parce que l'extrême droite... Et j'irai même plus loin, et là je sais que je franchis aussi une ligne qui est peu franchie par les politiques, qui est de dire, je pense qu'il faut aussi responsabiliser les électeurs de l'extrême droite. Pourquoi ? Parce qu'en fait l'extrême droite aujourd'hui, c'est un mouvement suprémaciste blanc. Enfin je veux dire, on peut se le dire de n'importe quelle manière, c'est un mouvement suprémaciste blanc. Et qu'en fait, ils peuvent utiliser... le thème de l'écologie pour dire regardez, on va préserver l'écologie. Ils peuvent rentrer par le thème de l'économie en disant les pauvres qui ont le SMIC, on va les aider par une prime, etc. Ils peuvent rentrer par... À la fin, la motivation, l'énergie du mouvement de l'extrême droite, c'est le suprémacisme blanc. Et ils peuvent prendre différents masques pour essayer de faire passer leurs idées. À la fin, ce qui les fait lever le matin, c'est ça. Et il ne faut pas se tromper. Et donc, moi, je suis pour rediaboliser, je suis pour taper comme des sourds dessus, au sens figuré du terme, bien entendu. Et je suis pour aussi responsabiliser les électeurs et électrices en leur disant « Ce que vous faites là, c'est que vous banalisez une forme de hiérarchie des races. » Et que ça, c'est pas possible, en fait.
C'est plus possible. Aujourd'hui, cela n'est plus possible. Et tout ce qui contribue à banaliser l'extrême droite, et Dieu sait qu'il y a des entreprises aujourd'hui de banalisation de 1001 manières de l'extrême droite, tout ce qui contribue à banaliser l'extrême droite contribue à faire oublier quels sont ses fondements, et ça n'est pas admissible. On va continuer un petit peu sur du coup, le placement politique de la NUPES en tant que groupe dans l'évolution politique qu'on a. Concrètement, est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'un chapitre 2 de la NUPES ? Est-ce qu'il est essentiel ? Et comment penser cette évolution progressive de la NUPES ou la NUPES, comme vous voulez ? Alors oui, je pense qu'il faut un acte 2 de la NUPES, le NUPES, comme vous voulez, bon. Non, parce que moi, je disais NUPS, je trouvais que c'était plus mignon, puis on m'a fait remarquer qu'en fait, quand je faisais ça, j'enlevais le E, et le E, c'était écologie. Donc, alors, je ne voudrais surtout pas me fâcher avec mes amis, donc je vais faire NUPES. Oui, on doit absolument aller vers un acte 2 de la NUPES. Pourquoi ? Parce que la NUPES est issue de l'élection présidentielle, avec un état des forces que l'on connaît à l'élection présidentielle. Et cet état des forces est si déséquilibré que les partis qui se sentent minorisés au sein de cette NUPES n'auront de cesse que de vouloir s'autonomiser, retrouver leur identité propre, etc. C'est pour ça que le rééquilibrage au sein de la NUPES me semble absolument indispensable si on veut que la NUPES dure. Et je pense qu'il faut que la NUPES dure, quels que soient les conflits que nous pouvons avoir en interne. Je n'aime pas la manière dont l'affaire Quatennens a été gérée, c'est pas un secret. Je n'aime pas quand Roussel... Je n'aime pas quand Fabien Roussel parle du nucléaire. Je n'aime pas quand... Je n'aime pas quand le PS nous présente Bernard Cazeneuve. Bon, voilà. Voilà. D'accord. Très bien. Une fois qu'on a dit ça, on peut se regarder les uns les autres et se trouver tous les défauts du monde. Et sans doute à raison. Mais il y a quand même un truc. C'est que là, on est à un moment clé de l'histoire politique française. Et pour les raisons démocratiques que j'ai décrites quand je décrivais la crise de la Ve République, et pour les questions écologiques que je décrivais quand je parlais de la nécessaire radicalité écologique, et aussi à l'aune de la montée de l'extrême droite dans l'opinion publique et de sa banalisation. Donc nous sommes à un rendez-vous de l'histoire. Voilà. Et ce rendez-vous de l'histoire nous impose et nous donne une responsabilité. Cette responsabilité, c'est d'incarner, d'être en capacité de nous imposer dans le paysage politique comme une alternative possible, et j'ai envie de dire comme la seule alternative possible au Rassemblement national. Eh bien, pour cela, il nous faut nous ancrer dans l'histoire politique, dans le futur de l'histoire politique, et il nous faut incarner une force qui, malgré des différences en son sein, n'est pas une coque de noix sur l'océan, mais est quelque chose de solide qui va tenir et qui est en capacité de gouverner. C'est la raison pour laquelle moi je suis effrayée de voir à quel point on imagine pouvoir faire la NUPES sur une élection, puis ne pas la faire sur l'autre, puis la refaire sur une troisième, puis ne plus la faire sur la quatrième, etc. Si on donne cette image-là, on donne l'image de la coque de noix. Et à la fin, oui, si on fait l'union aux européennes, peut-être que nous, les écologistes, on va perdre un siège ou deux. C'est possible. Je vous le dis, c'est possible. Oui, on aura peut-être un siège ou deux de moins de députés. Mais on aura gagné quelque chose qui est la dignité de poser une alternative solide et durable à la montée du Rassemblement national. Et bon sang, c'est là notre responsabilité. Et elle est là aujourd'hui. Mais les partis ont d'autres logiques. Les partis ont d'autres logiques. Et donc l'autre question que pose aujourd'hui l'avenir de la NUPES, c'est comment on dépasse les partis par un intérêt commun qui soit supérieur. Et pour cela, je pense qu'il nous faut aller vers une forme de constituante de la NUPES, ou vers un grand débat de la NUPES, ou vers quelque chose qui montre à chacun des partis que
la NUPES, c'est plus que la somme de ses partis, qu'il y a un peuple de gauche et de l'écologie qui n'a pas envie d'adhérer ni à Europe Écologie, ni au PS, ni au PC, ni à LFI, mais qui serait prêt à rentrer dans une aventure NUPES. Et c'est cela qu'il nous faut montrer. On va essayer de faire vite pour pouvoir passer à 45 minutes de questions, parce que c'est quand même, quand on a du monde, plus sympathique, et puis plus populaire aussi, c'est intéressant. Et du coup, sur la suite, dans les élections européennes, et puis comme ça on aborde un dernier thème pour qu'on puisse avoir des questions surtout, quels sont les espoirs finalement dans les instances politiques, que ce soit au Parlement en France, mais aussi au Parlement européen, dans une Europe ultralibérale, dans un Parlement qui est ultralibéralisé. Comment on fait pour essayer de combattre ça dans les instances politiques traditionnelles, entre guillemets? Mais moi, j'ai envie de vous dire qu'on le combat partout. Partout. Il n'y a pas des lieux où il serait inutile de combattre. Moi, j'ai l'impression que notre présence au sein du Parlement, au sein de l'Assemblée nationale, crée quelque chose. D'ailleurs, on ne les énerverait pas autant si on ne créait pas quelque chose. Mais donc voilà, on crée quelque chose. Et moi, j'ai vraiment cette image dans le moment actuel de, vous savez, ces bouts de bois qu'on met et on tape dessus pour faire tomber un mur. Là, et ben, en fait, il faut mettre des coins. Donc ça s'appelle des coins. On met des coins partout où c'est possible de le mettre. Et donc, oui, le Parlement n'est pas le lieu le plus confortable. Ça, je ne vais pas vous dire que je suis heureuse quand j'entends les débats qui sont essentiellement climato-sceptiques, très situés socialement, qui utilisent tous les codes de la Ve République. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même halluciné sur le fait qu'il y ait eu une réunion du bureau du Parlement spécifique pour obliger les hommes à mettre une veste et si possible une cravate. Enfin, je veux dire, c'est bon, quoi, franchement. Et que la France s'interroge pendant une semaine pour savoir si Louis Boyard était bien habillé ou pas bien habillé. Franchement, qu'est-ce qu'on représente? On représente l'institution ou on représente le peuple? Ben, en fait, si on représente le peuple, on y arrive comme et le peuple. Enfin, voilà. Et représenter l'institution, c'est représenter qui, au fond? C'est représenter le pouvoir que cela représente. Eh bien, le pouvoir en démocratie est au peuple. Et donc, ça n'est pas la veste qui fait le bon député. Et ça n'est pas la cravate qui fait le bon représentant du peuple. Ça n'est pas vrai. Donc, bon, tout ça pour vous dire que, oui, c'est une instance qui est totalement conservatrice dans sa manière d'être, dans sa manière de fonctionner, etc. Mais pour autant, je pense qu'il faut y être, comme il faut que vous soyez ailleurs, comme il faut qu'on crée des mouvements, des occupations, des bazars, des trucs. Et c'est comme ça qu'on y arrivera, voilà. On va passer aux questions, comme ça tout le monde va pouvoir participer. Donc on va faire passer 2 micros, enfin celui que Margot et moi avons en ce moment, dans la salle. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, levez la main, plus on aura de sujets, plus ce sera intéressant. Et puis si on peut essayer de faire une alternance paritaire, c'est quand même plus sympa aussi. Enfin, voilà. Nous on appelle ça la fermeture éclair, hein, chez les écologistes. Bonjour, déjà merci pour votre intervention. Je voulais vous demander, est-ce que vous vous considérez d'extrême gauche? Moi? Oui. Ah, pas du tout. Non, je me considère... Non, en fait, l'extrême gauche, c'est quand même une histoire particulière. Moi, je ne suis pas issue de cette histoire-là. Moi, je suis plutôt issue des mouvements de désobéissance, des mouvements écologistes. Après, ça me va bien aussi de l'être. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai pas de problème avec ça. Mais je trouve que... Il y a quand même un écueil là-dedans, c'est qu'on brandit l'extrême gauche comme l'équivalent de l'extrême droite. Et que tant qu'on fait ça, en fait, on crée une égalité entre les deux. Or, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Donc j'ai envie de vous dire, croyons en la désobéissance, croyons en la radicalité, revendiquons-nous de cela. L'extrême gauche, moi j'ai quand même l'impression que c'est plus un piège que l'on nous tend qu'une véritable opportunité politique dans le moment. Mais après, si vous voulez qu'on se considère d'extrême gauche, ça ne me pose pas non plus de problème. Bonjour, Madame Rousseau. Moi j'avais une question par rapport au fait que certains cadres de la France Insoumise, en discussion avec des députés du groupe Lyotte, pensent à... initier une motion de censure d'initiative parlementaire. Est-ce que vous croyez
en le succès de cette motion de censure cette fois-ci. Après, notamment, il y avait un nouveau sujet par rapport au fait que le Conseil constitutionnel avait supprimé certaines dispositions avec lesquelles LR était d'accord. Est-ce que maintenant que ces dispositions, ces cavaliers sociaux ont été censurés, est-ce que vous êtes optimiste si jamais cette motion de censure venait à être déposée devant l'Assemblée nationale? Alors, j'ai fait partie de celles qui ont soufflé l'idée de cette motion de censure, donc évidemment, je pense que c'est intéressant, voilà. Je pense par contre qu'il y a tout un travail à faire, parce que si on présente une nouvelle motion de censure et qu'elle a moins de voix que la première fois, alors ça renforcera le gouvernement. Donc ce serait totalement contre-productif. Donc en fait, nous sommes en train de compter les voix une par une et nous dérangeons tous les députés là sur leur lieu de vacances en leur disant: est-ce que tu serais capable de voter une motion de censure? Est-ce que vous seriez capable? Oui, non, bon voilà. C'est pour ça qu'on se répartit les rôles. Liot est en train de faire le compte. En fonction de cela, oui, il faudra la faire ou pas. Moi, je pense que si on est un républicain honnête, on vote la motion de censure. Mais si on est un républicain honnête. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils avaient soi-disant négocié dans la réforme des retraites, spécifiquement pour les républicains, c'est-à-dire le contrat senior, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait les dispositifs sur les carrières longues, il y avait l'index, il y avait... bon voilà, tout cela a été considéré comme cavaliers sociaux par le Conseil constitutionnel et donc rejeté. Donc le texte tel qu'il est aujourd'hui mis sur promulgué, pardon, eh bien ce texte n'aurait pas été voté par les Républicains à l'Assemblée pendant les débats. Donc s'ils étaient sincères, ils voteraient la motion de censure. Après, quelle est la sincérité d'un député républicain? La question se pose. Sincérité politique, j'entends. Bonjour. Donc si on est d'accord sur le fait que l'androcène, c'est quand même un système qui forme une hiérarchie sociale, et pourtant l'écologie et encore plus l'écoféminisme sont souvent considérés comme des problématiques de bobos. Donc est-ce que vous pourriez détailler comment on répond à ça, et encore plus comment on convainc les moins bobos de nous rejoindre? Voilà. Merci. Oui, c'est considéré comme un truc de bobo, mais alors ça, c'est aussi un danger, hein, parce que dans l'histoire, si vous regardez l'histoire des idées de l'écologie politique, ça n'a pas toujours été de gauche, hein. Et même pas du tout, hein. C'est-à-dire qu'il y avait une partie de l'écologie politique qui vient de l'écologie patrimoniale, c'est-à-dire qu'on préservait la nature au détriment des peuples qui les habitaient. C'est l'histoire des réserves naturelles, enfin voilà, et qu'en fait, il y a eu aussi un mouvement colonisateur qui s'est piqué d'idées écolo pour préserver, etc. Bon voilà. Donc, je veux dire, il y a quand même... l'écologie n'est pas... si spontanément que ça à gauche. Donc aujourd'hui, la question politique doit être tranchée pour ne plus hésiter s'il y en a toutefois qui hésitent. Évidemment, pourquoi l'écologie n'est pas un truc de bobo? Parce que les personnes qui sont les plus exposées au réchauffement climatique sont évidemment les personnes qui sont les plus vulnérables dans la société. C'est celles qui ont des appartements qu'ils ne possèdent pas, dont ils ne maîtrisent pas la rénovation. C'est celles qui habitent au bord... alors évidemment, quand je dis au bord de mer, en France, c'est plutôt les riches. Mais enfin, il y a quand même une grande partie de la population mondiale qui habite en bord de mer. Et souvent, ça n'est pas la population la plus riche, précisément parce que ce sont des économies vivrières avec les produits de la mer et que ces personnes-là sont très exposées. Et évidemment, dans le réchauffement climatique, les femmes sont plus exposées que les hommes, précisément parce qu'elles ont moins de capital économique que les hommes. Et donc, en fait, le réchauffement climatique expose encore plus les plus vulnérables. Et donc, il y a vraiment besoin d'avoir cette dimension sociale dans l'écologie. Et il y a besoin d'avoir toujours une grille d'analyse sociale des mesures écologiques qui sont prises. Je vous prends un exemple sur la politique du vélo. Alors là, je vais faire hurler des gens. Alors voilà, préparez-vous à hurler. Faites vos vocalises. Parce qu'en fait, la politique du vélo en ville, par exemple, elle est indispensable. Il faut sortir les voitures, tout ça. Bon. Sauf que quand on fait une politique du vélo en ville, on ne pense pas
les contraintes spécifiques auxquelles sont confrontées, par exemple, les femmes, qui souvent doivent déposer des enfants, vont faire des courses, etc. Et donc, pour elles, et c'est Corinne Luxembourg qui explique ça magnifiquement bien, en fait, la politique du vélo, c'est une politique de contraintes supplémentaires. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas se dispenser dans toutes les politiques écologistes que nous pouvons avoir d'une analyse sociale des effets de ces politiques. Et c'est en cela que les deux sont vraiment très imbriqués. Et puis, la dernière chose, c'est que l'écologie n'est pas un truc de gauche parce que, profondément, c'est une taxation des plus riches, c'est une contrainte très forte du capitalisme, c'est la lutte contre des multinationales, contre une économie mondialisée, et donc c'est évidemment quelque chose de profondément ancré socialement. C'est ne pas mettre en concurrence les ouvriers de notre pays avec les ouvriers de pays dont les salaires sont plus faibles et accepter qu'un jean fasse 5000 km pour arriver dans un magasin. Donc voilà. L'écologie est profondément sociale, mais parce que peut-être nous arrivons mal dans nos discours politiques et dans nos positionnements politiques à articuler les questions sociales et les questions écologiques, elle apparaît comme un truc de bobo. C'est vraiment un des écueils qu'il nous faut contourner, parce que si on fait ça, alors on se trompe complètement d'écologie. Bonjour Madame Rousseau, je suis là. Moi j'ai une question pour vous. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas à LFI ? Non mais vous parlez quand même vous parlez de la 6ème République, c'est une des mesures phares de la France Insoumise. Puis bah ouais, avec Jean-Luc Mélenchon, enfin je pense que ça va. Non, je vous vois bien à côté de lui. Et puis en plus dans votre parti, bon, vous n'êtes pas forcément. Enfin voilà, vous n'êtes pas la plus appréciée, et puis non mais. Je suis pas sûre que si j'arrivais à LFI, je serais la plus appréciée, je vais vous dire. Bah, je suis pas sûre. Alors pourquoi je suis pas à LFI ? Ouais, puis. Je suis pas à LFI parce que je suis à Europe Écologie Les Verts, que c'est mon parti et que j'aime aussi sa démocratie, j'aime son fonctionnement. Il y a des gens. Je vais vous dire, il y a des gens qui m'énervent à Europe Écologie Les Verts, il y en a aussi qui m'énervent à LFI. Et au fond, je pense qu'en plus, pour qu'il y ait une convergence, l'idée, ça n'est pas que les individus passent d'une force politique à une autre, mais c'est qu'on construise ensemble les modalités de la convergence. Et je pense être bien plus utile à être à Europe Écologie et à travailler à un commun avec toute la gauche que de faire un shift qui, de toute façon, aura une actualité politique et puis s'arrêtera. Moi, je pense que mon parti, c'est l'Europe Écologie. Je ne l'ai jamais quitté, j'en ai jamais eu d'autres. Voilà, c'est une espèce d'amour hétérosexuel et monogame. Eh bien, je resterai à Europe Écologie. Par contre, je veux qu'il y ait une union de toute la gauche et de l'écologie. Il y a des questions partout. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Ok, bonjour. Je dis hétérosexuel parce qu'il y a un petit rapport de domination. Bonjour, j'avais une question. Pendant les présidentielles, on a pu voir des critiques concernant la NUPES qui concernaient souvent le fait que c'était un peu le reflet de LFI et pas grand-chose d'autre. Et du coup, pour pallier ce problème, vous avez parlé du fait qu'il faudrait dépasser l'idée en soi des partis et créer quelque chose de plus global pour converger vers une alternative plus efficace de la NUPES. Mais dans ces cas-là, comment est-ce qu'on s'assure que tous les partis, les députés des partis, également les partisans, se sentent représentés par les intérêts défendus par la NUPES ? Mais ça, c'est la question, en fait. J'ai envie de vous dire, quand on aura la réponse à ça, on aura une partie de la solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dépasser les partis tout en conservant quelque chose de démocratique, parce que je pense que c'est très important, sans avoir non plus une espèce de démocratie qui embolise les décisions ou les stratégies politiques ou le temps militant aussi, parce que c'est un vrai sujet, ça, par exemple, je trouve, à Europe Écologie. Je parlais de chez moi, et pardon pour les copains et copines qui sont dans la salle, les copaines qui sont dans la salle, mais en fait, je trouve que la démocratie a aussi un temps, et c'est bien, mais
en fait, au bout d'un moment, elle mange aussi du temps militant qui est contraint. Donc, comment on arrive à concilier tout cela? Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai sujet. C'est pour ça que moi, j'en appelle à une constituante de la NUPES, ce qui permettrait de créer une forme de démocratie directe de type AG, voilà, une AG de la NUPES, comme vous avez sans doute fait des AG ici, et qu'il y ait comme ça une forme de mise en place d'une démocratie par la base, et que ce soit la base qui oblige en fait les directions des partis à bouger. Et je pense que c'est aussi comme ça c'est un peu ce qu'avait fait au départ le mouvement en Espagne qui s'appelle Podemos. Voilà, ils sont partis comme ça de cette base en faisant des AG locales et puis en montant. Et ben moi j'aime bien la manière dont Podemos s'est lancé et je crois qu'on devrait vraiment regarder ce qu'ils ont fait. Alors évidemment après ça s'est un peu tassé, mais quand même ça a été une force démocratique incroyable et on devrait s'en inspirer. Bonjour. Je suis là. Ah oui, voilà. J'avais une question. Vous nous avez rappelé qu'il fallait diaboliser l'extrême droite par tous les moyens. Du coup, j'aimerais avoir votre avis sur comment dire, la décision d'Hugo Clément d'avoir fait un débat avec Valeurs Actuelles sur l'écologie. Le moment Hugo Clément. Alors... Moi, j'avais été invitée par Valeurs Actuelles, et je pense d'ailleurs que c'était à la place d'Hugo Clément ou en complément d'Hugo Clément. Enfin, je sais pas, en tous les cas, il m'avait proposé aussi d'intervenir dans ce débat. Ils avaient beaucoup insisté, on en avait beaucoup discuté au sein de mon équipe, et puis on avait évidemment pris la décision de ne pas y aller. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Et peut-être que... Enfin, bon, non, je ne vais pas parler d'Hugo Clément, pardon. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en politique, il y a à la fois ce que vous dites, mais le cadre dans lequel vous le dites est aussi important. Et en fait, c'est ce que j'appelle, moi, le terrain politique. Et ce que je fais en politique, c'est d'essayer d'amener le terrain politique vers la gauche et l'écologie. C'est-à-dire qu'on discute de nos sujets et qu'on oblige, par exemple, le Rassemblement national à se positionner sur les questions écolo, qu'on oblige la droite à se positionner sur les questions sociales. Et donc, on est plusieurs, d'ailleurs, à faire ça, à déplacer le terrain politique. Parce que c'est... 10-15 dernières années, on a quand même beaucoup déplacé le terrain politique vers la droite et l'extrême droite, et donc c'était à nous de nous justifier, savoir si l'écologie était bien raisonnable, qu'est-ce qu'on pensait de l'immigration, etc. Et avec, en sous-jacent, la manière de l'opposer du Rassemblement national ou de la droite. Et donc, ramener ce terrain politique, c'est aussi jouer à domicile. Donc, c'est renforcer le camp de la gauche et de l'écologie. Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas accepté d'aller à Valeurs Actuelles, parce que précisément, on était chez eux. Et qu'en fait, aller chez eux, c'est, j'ai envie de dire, et peut-être est-ce caricatural, mais c'est faire le fou du roi, c'est-à-dire faire l'amuseur, en fait, dans ce type de cénacle. Et je ne crois pas qu'on convainc qui que ce soit en allant dans un milieu comme cela, dont les codes, dont les cadres, dont les discussions sont empreints d'idées de l'extrême droite. Et on ne peut pas être la seule voix qui arrive et convaincre qui que ce soit. Quand on fait ça, on est amuseur du peuple de l'extrême droite. Et moi, je ne veux pas que l'on soit ça. Je veux que l'on ramène le terrain politique sur nos thèmes et qu'on discute écologie à partir de nos thèmes. Et donc, c'est pour cela que j'avais refusé d'aller à Valeurs Actuelles. Bonsoir madame. Juste avant ma question, je tenais juste à vous dire merci parce que je trouve que vous êtes vraiment nécessaire au débat politique et je trouve que c'est vraiment important que vous participiez à la politique en général. Et donc pour ma question, ça rejoint un peu la question sur l'écologie un peu bobo, mais moi je viens d'un village à côté de Montpellier où en fait typiquement mes voisins par exemple ils se sont détournés du vote à gauche ou à droite, je sais plus, mais pour le vote Rassemblement national. Et moi, j'ai constamment essayé de leur dire, vous voyez, un peu les responsabiliser, comme vous le dites. Mais moi, ma question, elle est un peu plus large que simplement l'écologie, mais comment la gauche, elle redevient attractive dans les zones rurales en termes de services publics, en termes aussi d'économie locale. Typiquement dans les zones rurales qui ne votent plus à gauche aujourd'hui, voilà. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est quand même en train de grignoter un peu de terrain sur le rural, et notamment avec le débat sur les retraites.
Pourquoi ? Parce que dans les zones rurales désindustrialisées, l'essentiel des emplois sont des emplois d'aide à domicile, par exemple pour les femmes. Et ces aides à domicile, en fait, elles ne peuvent pas travailler 2 ans de plus parce que leur métier est pénible, parce qu'elles font des milliers de kilomètres par mois, etc. Et donc, défendre les droits de ces personnes, c'est aussi grignoter un peu sur le terrain rural qui a été tant oublié. Et d'ailleurs, je pense que dans l'allocution de Macron, de l'allocution creuse là, d'avant-hier ou de je ne sais plus quand, 3 fois, il a parlé des campagnes, de la ruralité. Et je pense que ce n'est pas pour rien. C'est parce que la bataille un peu se situe là maintenant. Mais en effet, la question, c'est, ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure sur de quoi avons-nous absolument besoin. Et par exemple, on a absolument besoin de services publics, de la poste, mais aussi d'un centre des impôts, de la CAF, de je sais pas quoi, enfin, de tous les services publics. Et donc, ça, par exemple... si on en discutait, peut-être qu'on se dirait que c'est ça qui est important sur chaque territoire. Et bien dans ces cas-là, on met l'argent pour qu'il y ait ces centres dans chaque territoire. Et en fait, c'est comme ça qu'on va récupérer, je pense, une partie aussi des personnes qui vont voter au Rassemblement national. C'est que ces gens ne sont peut-être pas racistes par idéologie, ils le sont peut-être par... l'air du temps, mais ils ne le sont sans doute pas par idéologie. Par contre, ils sont sensibles à leur vie quotidienne et c'est cela qu'il faut aller chercher. Après, s'ils le sont plus tripalement racistes, eh bien là, j'ai envie de vous dire, voilà, ce seront des adversaires et il faut l'assumer aussi parce que ça, c'est un des sujets sur lesquels j'ai pas parlé, mais je me permets juste d'intervenir 10 secondes, c'est que... moi, ça m'est d'ailleurs beaucoup reproché, mais j'assume vraiment l'adversité en politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique sans une forme d'adversité, donc de débat, d'échange, y compris parfois véhément. Mais parce que s'il n'y a pas d'adversité, Bernard Cazeneuve, si tu nous entends, s'il n'y a pas d'adversité, eh bien nous sommes dans une forme de politique libérale qui ne porte rien et qui ne porte strictement aucun espoir, à part l'espoir de mieux gérer. Mais personne ne se lève le matin pour mieux gérer, en fait. Par contre, on se lève le matin pour avoir une autre société. Et donc, c'est pour cela qu'il faut assumer l'adversité. Et quand bien même elle se situe dans les campagnes pour certaines personnes, eh bien, elle se situera là-bas. Voilà. Bonjour. Vous nous avez parlé du rapport du GIEC. Vous nous avez parlé des 1,4 degré. On entend parler des gens qui n'ont rien à manger dans leur frigo. On entend parler de la réforme des retraites. Tout ça, franchement, ça fait peur, très peur. Vous nous parlez d'une urgence. Moi, quand j'entends les politiques parler d'urgence, ce que j'ai envie de leur demander, c'est jusqu'où ils sont capables d'aller, en fait, pour pallier cette urgence, pour réagir dans cette urgence. Et pour moi, il ne s'agit pas de radicalité, il s'agit de révolution. Et jusqu'où êtes-vous prête à aller aujourd'hui pour qu'on entame la révolution? Alors, je sais que ça ne va pas être le grand jour et que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais peut-être... on a dit que les gens devaient se mettre en grève, qu'on allait bloquer le pays, etc. Sauf que, bon, on a vu, ça n'a pas fait grand-chose. Le pays n'a pas été bloqué. Il faudrait peut-être une grève générale, mais bon, ça coûte de l'argent à ceux qui font grève. Jusqu'où, vous, Sandrine Rousseau, êtes-vous prête à aller et qu'est-ce que vous conseillez pour qu'on arrive à une révolution? Et jusqu'où Europe Écologie Les Verts est prêt à aller pour qu'on aille vers la révolution? Parce que c'est urgent. La vérité, c'est que je ne sais pas ce qu'on entend par qu'est-ce que vous êtes prête à faire pour aller jusqu'à la révolution. Si la question, c'est de développer des AG partout, de bloquer, de désobéir, de faire... Bah oui, évidemment, pas de problème. Enfin voilà, s'il s'agit de remettre mon mandat dans les mains du peuple, il n'y a pas de problème non plus. Mais en fait, c'est quoi concrètement? Ça veut dire quoi concrètement aller vers la révolution? C'est vous la politique. Mais non, mais s'il y a bien un truc, c'est que la révolution, c'est le peuple. Hein. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, ça me dépasse là pour le coup. Oui, mais je peux pas décider d'une révolution. Je peux vous dire demain à 17h, on fait la révolution, mais vous voyez, ça marche pas, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même un truc... Non, mais... Oui, mais quand je vous parle de désobéissance, quand je vous parle même d'anarchisme municipal, quand je vous parle
de radicalité, quand je vous parle d'AG partout, quand je vous parle de démocratie locale, quand je vous parle de refonder tout ça, en fait, je pense qu'au fond, je parle de quelque chose de révolutionnaire. Mais vous parlez. Mais oui, d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse en fait dites-moi. Mais d'accord, donc je vais sur tous les piquets de grève, je le fais, je soutiens tous les piquets de grève partout, je me lève tôt le matin, je finis tard le soir, je vais partout, je vais en soutien de tous les grévistes. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus en fait? Et je peux même chanter l'Internationale. Merci beaucoup. J'ai une question. Vous avez parlé de la justice et du fait que la justice était sous-financée. Est-ce que, en fait, j'aurais aimé savoir comment est-ce que si vous souhaitiez réformer la justice, comment et surtout avoir votre avis sur les CDI, les cours départementales qui viennent d'être créées, les cours départementales criminels qui viennent d'être créés, et en fait, et avoir votre opinion dessus et comment est-ce que vous voyez la justice dans 10-20 ans. On sait que Moretti a gentiment augmenté les magistrats et le nombre de postes de magistrats dans les quelques années qui vont venir. C'est pas sans raison, mais qu'est-ce que vous aimeriez faire pour améliorer la justice dont vous avez parlé du coup en début de conférence? Voilà, pour le coup, je pense que sur la justice, il faut renverser la table. Parce que la justice actuellement dysfonctionne d'une manière qui me semble même problématique pour une démocratie en vrai. C'est-à-dire que les délais de justice sont extrêmement longs. C'est une justice dont je peux dire quand même qu'elle est totalement patriarcale. Il y a 0,7% des viols qui sont condamnés. C'est une justice qui n'est pas dénuée de biais classistes. Voilà, donc la justice aujourd'hui n'a pas les moyens de fonctionner, mais j'ai envie de dire que je ne suis pas sûre qu'elle se donne les moyens de fonctionner. C'est-à-dire quelle est la capacité de la justice à s'auto-réformer et à comprendre qu'en fait elle ne représente pas et elle ne rend pas la justice correctement aujourd'hui en France, telle est la question. Après, oui, la justice est un pilier de la démocratie et oui, je soutiendrai la justice de toutes les manières. Mais aujourd'hui, je pense que dans les contraintes dans lesquelles ils sont, et elles sont, il me semble absolument impossible. Enfin, je veux dire, c'est pas rajouter 5000 personnes, c'est profondément revoir les procédures de justice. Et ça, il y a des pays qui l'ont fait à des moments et qui ont complètement changé la manière de rendre justice. Et on ferait bien de s'en inspirer. Je pense par exemple à l'Australie qui a eu un gros travail là-dessus. Je pense à toutes les zones aussi où il y a eu par exemple des peuples autochtones et comment on concilie la justice de ces peuples autochtones avec une justice nationale, d'État, etc. Bon, et tout ça est complètement absent de nos débats. Voilà. Et donc les cours départementales criminelles, c'est juste un moyen de ne pas de décriminaliser le viol, d'abandonner ce qui est, c'est supposé accélérer les procédures, mais la réalité, c'est que ça supprime aussi les jurys citoyens dont on dit qu'ils jugent sévèrement les questions, ils jugent sévèrement pour les femmes les questions de viol, très bien, mais les cours criminels sont aussi une forme de minimisation de ce qu'est le viol aujourd'hui, et donc il n'est pas question pour moi de soutenir d'aucune manière ces cours. Bonsoir, Madame Rousseau. Je suis ici. Une question simple. Enfin, simple, non. Oui, c'est ça. Ouais. Quand on commence par simple, je vous vois venir. Ouais. Est-ce que la politique ou l'écologie, dans la politique ou l'écologie, la fin justifie les moyens ? Alors, cette question est posée sur les cas de violences sexuelles et sexistes et sur la question de la parole des femmes. Et en fait, présenter un soutien à la parole des femmes comme une vengeance ou une stratégie personnelle politique, c'est se mettre du côté des agresseurs potentiels. C'est se dire que je n'ai pas de motivation autre que personnelle dans ces combats. Or, pour moi, il n'y aura pas
de changement de société s'il n'y a pas de changement de rapport aux violences faites aux femmes, parce que ça fait partie de ce que j'ai appelé pendant la primaire et qui a fait beaucoup bouger. Je prends, j'utilise, je jette. On prend, on utilise, on jette. On prend, on utilise, on jette le corps des femmes. Et que la parole des femmes soit niée dans l'espace politique, ça fait partie de ce système patriarcal. Et donc, dire, parce que j'ai un pouvoir médiatique et une place médiatique, qu'une femme qui a parlé doit être entendue, et qu'un parti politique doit être une safe zone, c'est-à-dire doit être un espace où les femmes se sentent totalement libres de pouvoir militer et toutes les minorités se sentent totalement libres de pouvoir militer sans aucune espèce de discrimination, eh bien permettez que oui, ce soit mon combat et que ça continuera à être mon combat quand bien même ça ne vous plaise pas. Ok, bonsoir. Alors du coup, ma question, on a un petit peu parlé du sujet, mais je n'ai pas l'impression d'avoir eu une réponse claire. Est-ce que pour vous, il faut sortir du capitalisme de manière générale? Oui. Et oui. Du coup, deuxième question, oui. Comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Ah bah, eh ben, on commence la révolution demain à 17h, voilà, on se donne rendez-vous. Non mais bien sûr, pour moi, il n'y a pas d'avenir. En fait, mais ça, bon, c'est Marx, mais c'est Gortz, c'est plein d'auteurs, c'est Polanyi, qui ont expliqué à quel point le capitalisme avait une logique d'accumulation propre et que cette logique d'accumulation ne pouvait s'accroître que si on marchandisait de plus en plus et qu'on détruisait de plus en plus. Bon, bah voilà. Donc, et ça, c'est intrinsèquement lié au capitalisme. Et d'ailleurs, c'est l'erreur qu'ont fait les libéraux. C'est-à-dire les libéraux, les premiers libéraux, que ce soit Smith et les suivants, ont imaginé qu'il y avait une forme d'état stationnaire. C'est le fameux John Stuart Mill, mais même Smith l'évoque, etc., qu'il y avait un état stationnaire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on s'était enrichi, bah, on aurait une espèce de niveau de richesse satisfaisant qui ferait qu'on s'arrêterait de croître. Et évidemment, ça n'est pas le cas, et ça, c'est vraiment l'erreur des libéraux, des premiers libéraux. Et donc, compte tenu de cela, en fait, il ne me semble pas possible de poursuivre dans le système économique tel qu'on l'a actuellement et qui s'appelle le capitalisme. Maintenant, il faut réinventer quelque chose. Et aujourd'hui, on est bien en peine de le réinventer puisque le communisme s'est effondré et que par ailleurs, ça n'était pas non plus un havre écologique premier. Enfin, pardon, s'il y a des communistes... Pardon ? C'était pas non plus le communisme. Enfin, le rapport à la nature, par exemple, chez Marx, n'est pas ultra présent. Enfin, voilà. Bon. Donc, il y a quelque chose à réinventer qui peut emprunter d'ailleurs et au communisme et à d'autres choses. Et moi, j'aime par exemple énormément les socialistes utopistes du 19e siècle, les Fourier, etc. Et je pense qu'on devrait réinterroger ce mouvement-là de pensée, mais en prenant partout où c'est possible de prendre. Et mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est le débat que l'on doit avoir, précisément. Voilà. Bonjour. Je vais vous poser une question qui est très souvent posée en ce moment. La différence, c'est sûrement que j'attends la réponse opposée. Je crois à une révolution. Enfin, je souhaite une révolution. Mais je pense que cette révolution... je ne crois pas à une révolution totalement pacifique. Donc ma question, ça va être... Est-ce que je condamne les violences ? Est-ce que vous condamnez les violences ? C'est ça la question ? Est-ce que je condamne les violences ? Oui, je condamne les violences. Parce que je pense que, en fait, non, je ne vais pas répondre tout de suite comme ça, je vais vous dire, bon, voilà, je condamne les violences. Ceci dit, dans les auteurs et autrices qui m'ont marqué, ça n'a pas toujours été le cas. Mandela, par exemple, à un moment donné, a soutenu la violence de l'ANC. Et après, pour y revenir d'ailleurs, pour dire non, c'est contre-productif. Et il y a une autrice que j'aime bien, même si elle est complètement barrée, qui s'appelle Françoise d'Aubonne, qui a été à la source de l'écoféminisme, qui a écrit un livre qui s'appelait « Le féminisme ou la mort ».
si j'écrivais ça moi aujourd'hui, j'imagine un peu l'état de ce que ça donnerait, mais elle avait écrit ça dans les années 70 et malgré toutes les limites qu'il y a dans ce livre, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle pose cette question. Et Françoise Daubonne, par exemple, elle était pour une violence soft, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que par exemple, elle est allée taper à coups de saucisson des gens qui étaient contre l'IVG parce qu'elle estimait que, en fait, c'était le moment des débats sur l'IVG et qu'il fallait marquer symboliquement la chose. Donc elle est arrivée avec des gros saucissons et avec un gang de féministes. Elles sont allées taper avec des saucissons les tenants de l'interdiction de l'IVG. Bon. Donc c'était une forme de violence en fait, parce qu'elles les ont vraiment tapées physiquement, quoi. Elles étaient là avec leurs saucissons. Et Françoise Daubonne, elle est aussi allée déposer une bombe sur le chantier de Fessenheim, ce qui est très peu connu, mais elle est allée déposer la nuit toute seule avec son petit sac à dos une bombe sur le chantier de Fessenheim, ce qui a retardé le chantier de Fessenheim de plusieurs mois. Bon voilà, donc moi je pense que en fait la question c'est à quel moment on dessert le combat et à quel moment on le serre. Moi je pense que quand il y a uniquement des images de violence, eh bien, je pense que ça tue le débat, en fait. Mais je suis pour une désobéissance, laquelle désobéissance peut, à un moment aussi... comment je peux dire ça toucher des biens physiques. Je repense, par exemple, à José Bové qui a démonté un McDo. Il n'a pas cassé le McDo, il l'a démonté. Bon, ça, par exemple, je pense que ça fait partie des choses qu'on devrait réfléchir. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai une question un peu, du coup, qui revient à la question de la révolution, parce que puisque tout le monde a l'air d'aimer cette question, voilà, je voulais rebondir sur ça. Du coup, cette question est adressée à vous, mais je pense un peu à tout le monde aussi. Donc on parle de révolution, certaines personnes soutiendraient une révolution écologique. Mais historiquement, les seules révolutions qui ont pu obtenir le pouvoir et ensuite faire vraiment des transformations sociales ont été des révolutions où au moins une partie des élites économiques et politiques soutenaient le mouvement. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans le système actuel où on est, les élites ne sont pas du tout alignées par le système capitaliste. Et que du coup, si il y avait 10 millions de personnes qui prenaient les armes et ou de façon pacifique, voilà, qui renversaient le pouvoir, après, il y aurait... on a des armes assez sophistiquées pour juste tuer tout mouvement. Et je pense que... concrètement, on pourrait imaginer ça. Et du coup, ma question, ce serait, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être créer un débat sur justement de quoi on parle quand on parle de révolution ? Est-ce qu'on parle d'un truc au niveau national ou un truc, vous avez parlé d'anarchisme municipal, d'un truc plutôt local où du coup, ça serait prendre le pouvoir au niveau local et ensuite peut-être national ou pas, etc. Est-ce que vous avez une position par rapport à ça ? C'est une question très longue. Au revoir. C'est une question très longue et je ne sais pas si j'ai la réponse en fait, parce que je pense que, précisément, moi je ne suis pas omnisciente sur la manière dont ça peut se passer. Et je pense que qui prétend l'être se trompe, en réalité. C'est-à-dire, ça peut prendre plein de formes, et je ne crois pas en plus que ça prendra une seule et unique forme. Je pense aussi que la manière dont on parle des grands moments comme ça d'évolution de la société, que ce soit le Front populaire ou que ce soit la Révolution française, on présente les choses de manière bien trop monolithique, et que la réalité est que c'était bien plus complexe que ça, et qu'il y avait bien plus de modalités que cela. Donc voilà, moi je continuerai à penser que en fait quelque chose peut se passer
qu'on n'en connaît pas la forme et que j'ai même envie de dire peut-être qu'on est déjà en train de le vivre sans même s'en apercevoir. C'est-à-dire que peut-être que ce qu'on est en train de vivre est déjà quelque chose de l'ordre d'un changement si radical qu'on pourrait l'appeler révolution. Mais j'en sais rien en fait. Donc voilà, on va voir comment ça prend. La seule chose que je voudrais vous dire, c'est que j'ai découvert dans un documentaire d'Arte sur les violences policières et que je vous invite vraiment à regarder, qui s'appelle Au nom du maintien de l'ordre, pardon. C'est une petite série en 3 épisodes et le dernier fait une vingtaine ou une trentaine de minutes, donc c'est vraiment rapide à regarder. Les 2 premiers font 1 heure. J'ai découvert dans ce documentaire, et j'ai vérifié après ce qu'ils disaient juste, que le Pentagone a émis une note sur ce qu'ils appellent la Z-Bélion, c'est-à-dire le fait que la génération Z, donc vous, va entrer en rébellion. Et donc, toutes les techniques de maintien de l'ordre qui sont actuellement testées le sont en vue de la rébellion suprême qui serait la vôtre, qui serait la Z-Bélion. Donc, je vous dis juste que... Donc, je vous dis juste qu'en fait, votre colère est prise au sérieux. Même si ça n'a pas l'air comme ça, j'ai l'impression qu'ils la prennent au sérieux. Voilà. Bonjour Madame Rousseau. Pour reprendre votre référence à Fourier, est-ce que vous ne pensez pas que la construction du phalanstère anticapitaliste ne conduirait pas in fine à une forme de catastrophe économique dans une France sujette à la stagflation, sujette à l'hyperinflation et que la stagflation conduirait... et l'hyperinflation, c'est déjà pas la même chose. Oui, je sais, mais il y a les 2 phénomènes en même temps, stagflation, inflation haute, plus chômage haut, et hyperinflation en fonction des niveaux normaux de 2%, on est à 6% maintenant. Bref, mais la question étant, est-ce que cela ne conduirait pas à une catastrophe économique où les marchés financiers regarderaient la France d'un œil un peu moins gracieux et augmenteraient leur taux d'intérêt? Et est-ce que finalement ça ne conduirait pas à une déconnexion des masses rurales où les gens préféraient les frigos pleins à l'environnement sain? Je vous remercie. Évidemment que la transformation écologique et sociale ne va pas satisfaire les marchés financiers qui n'y verront pas une opportunité de spéculation et de profit dont ils disposent aujourd'hui, c'est évident. Mais moi, j'ai envie de vous dire que là, si vous regardez, si vous lisez sérieusement le rapport du GIEC, ce dont il est possiblement question, c'est quand même d'un effondrement. C'est-à-dire, c'est pas sûr, parce que si on prend les mesures avant, on va l'éviter, mais c'est pas sûr non plus qu'ils se produisent pas. Donc, que les marchés financiers soient chafouins parce qu'on fait de l'agriculture locale et qu'ils ne pourront pas spéculer sur le blé au niveau international, ben, j'ai envie de vous dire, ça me touche un ovaire sans faire bouger l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais ça, bon, il faudrait que je parle économie un peu plus longuement, mais aujourd'hui, une partie des finances publiques, une partie du financement de nos services publics est fondée sur la dette et non pas sur l'impôt, et non pas sur l'impôt des plus riches. Et le financement sur la dette, c'est une construction sociale qui favorise les rentiers et qui favorise les marchés financiers. Et donc, en fait, c'est donner un pouvoir exorbitant des marchés financiers par rapport à une justice fiscale qui nous permettrait, si elle était correctement mise en place, d'assurer nos services publics. Donc, en fait, voilà, la question, c'est un peu une question de société. Est-ce qu'on préfère donner des obligations que les riches peuvent acheter et après se plaindre qu'on est trop endetté pour réacheter des obligations et que les marchés financiers fonctionnent bien, ou est-ce qu'on préfère l'impôt et la justice sociale? Ben moi, je préfère la deuxième option. Je fais ça, ok. Bonjour Madame Rousseau. Faites des grands signes. Ah, je suis là, excusez-moi. Juste là. Ah, d'accord. Vous avez parlé de l'omniprésence de la colère et de votre volonté de donner plus d'importance aux sensibles et à d'autres émotions. Et à la fois, vous vous présentez comme l'alternative, une possible alternative ou la seule possible alternative. Et donc ma question aujourd'hui, c'est très concrètement, quelles propositions vous avez à faire sur l'évolution de nos institutions pour sortir de ce climat de guérilla politique dans lequel le pays s'enfonce?
Alors, je ne pense pas être d'accord avec les termes de votre question, mais je vais vous dire pourquoi. Je pense déjà que j'ai pas dit qu'il y avait que la colère. C'est-à-dire, j'ai parlé de plein d'autres émotions, et j'ai même parlé en fait de réinvestir les émotions en politique, toutes les émotions, donc pas que la colère. Et je pense précisément que enfermer le débat politique entre colère, haine ou rationalité, c'est précisément ce qui nous empêche d'agir. Voilà. Ensuite, sur vous dites le débat français, le débat politique français s'est enfermé dans une forme de confrontation entre la colère et un climat délétère. Moi, je pense que, et c'est Christiane Taubira qui m'a dit ça d'ailleurs il n'y a pas longtemps, donc je la cite, je l'ai vue la semaine dernière et elle m'a dit ça, et elle m'a dit la politique ça fait du bruit. Ben oui, la politique ça fait du bruit. Et en fait, ce que l'on présente comme étant un débat indigne ou un débat trop fort avec une voix trop élevée, on présente ça pour ne pas s'attarder au fait qu'il y a une opposition politique. Et moi, j'ai toujours l'impression qu'on prend l'Assemblée nationale pour une forme de salon de thé dans lequel il ne faudrait pas faire trop de bruit. Mais l'Assemblée nationale, c'est un lieu de débat politique. Et oui, ça fait du bruit. Et oui, on doit y manifester nos désaccords, évidemment. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire que l'hémicycle est fait pour ça. Il est rond, il est très encaissé, ça résonne énormément. Et en fait, le lieu même est pensé pour ces débats. Si vous regardez la Chambre des députés en Angleterre, ils se font face à face. Donc en fait, le débat politique, ça fait du bruit. Et le débat politique nécessite de monter parfois dans les tours, d'avoir une grosse voix, du moins de faire entendre ses arguments et d'être dans une adversité. Et donc, moi, j'ai pas de problème avec ça. Encore une fois, je suis pas venue là pour boire un thé. Enfin, je vais vous dire, sinon je restais chez moi. Donc voilà, on mène une bataille, et une bataille qui parfois est très importante. Quelles sont nos propositions ? Eh bien, sur les retraites, par exemple, les propositions, c'est d'avoir le droit de partir à la retraite à 60 ans. Les propositions, c'est de diminuer le temps de travail pour une semaine à 4 jours. Qu'est-ce qu'on fait ? Dans quel esprit malade imagine-t-on que c'est nécessaire, c'est naturel, c'est indispensable de passer sa vie à travailler ? Dans quel esprit malade, en fait ? Mais non, mais je veux dire, à un moment... Quand est-ce qu'on arrête de travailler ? Quand est-ce qu'on s'émancipe du travail ? Quand est-ce qu'on pense le temps libre ? Quand est-ce qu'on pense le temps de culture, d'éducation, d'émancipation, de militantisme ? Pourquoi passerons-nous tout notre corps, notre vie, notre énergie, nos émotions à le donner à un patron, en fait ? Enfin, vous voyez à quel moment, en fait, ça, c'est légitime et plus légitime que de bénéficier d'un temps ? Et quand je parle de ralentir, parce que le mot décroissance, moi, j'ai des limites là-dessus, mais on pourrait en discuter aussi. Mais quand je parle de ralentir, c'est aussi ça, d'avoir une limite, de ne pas chercher l'accumulation pour l'accumulation. C'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui est essentiel ? Ce qui est essentiel, c'est d'avoir du temps pour être juste heureux, en fait. Que c'est pas on n'est pas heureux en allant s'acheter vite fait un truc. On est heureux en construisant des liens sociaux. On est heureux en regardant et en ayant une émotion sur une œuvre d'art. On est heureux en faisant du sport et en respirant dans la nature, en admirant une hirondelle ou je sais pas quoi. On est heureux comme ça. Et ceux qui nous ont convaincus que nous étions heureux uniquement en achetant sont précisément ceux qui s'enrichissent et qui nous appauvrissent et qui nous mettent en danger par la planète. Donc voilà, ça fait partie des sociétés alternatives que nous devons penser aujourd'hui. Oui, bonsoir madame, juste ici. Alors on a deux questions. En fait, la première c'était à quand un parti scientifique ? Un parti scientifique ? Un parti scientifique, tout à fait, par rapport à l'écologie. Parce qu'en fait, on réfléchissait justement, et en tout cas de ce que j'ai pu observer, il y a beaucoup en fait d'électeurs de... C'est pas moi, on est d'accord.
il y a beaucoup d'électeurs de la droite qui sont, je disais, il y a beaucoup d'électeurs de la droite en fait qui sont cartésiens et scientifiques et qui sont absolument pas. Et puis les électeurs de la gauche, ils le sont pas eux. Non, mais ce que non, mais c'est votre vision du monde est bien, ouais. Ce que je disais, c'est que en fait, pour moi, il manque une certaine stratégie à la gauche pour en fait rallier ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que l'écologie c'est une question sociale et ça doit rassembler le plus de monde possible. Et pour moi, il manque ce côté très scientifique à la gauche et très cartésien, qui en fait pourrait convaincre beaucoup plus de monde et qui ferait que la lutte écologique est véritablement une lutte sociale et qui rassemble plus de monde. Et donc l'autre question, c'était justement par rapport à la décroissance, parce que vous disiez que du coup vous aviez un certain problème avec ce terme, et je me disais en fait, pour moi, je pense vraiment fondamentalement que ce système n'a aucun sens. Comme vous disiez, produire plus que ce dont on a besoin, ça n'a vraiment strictement aucun sens, et croire que ça nous apporte du bonheur encore plus. Mais du coup, comment on organise cette décroissance et comment on peut vraiment faire changer l'esprit un petit peu des gens, parce que le problème, c'est que la société capitaliste est tellement ancrée dans les esprits que dire aux gens que c'est nécessaire et c'est même bon pour tout le monde de travailler moins, etc., c'est hyper difficile. Et comment vous voudriez mettre ça en place ? Par exemple, je sais que Timothée Parric parle de conventions citoyennes à différentes échelles pour parler de comment mettre en place la décroissance. Est-ce que vous avez des idées comme ça de comment on fait pour changer ce système-là ? Alors, sur être rationnel et scientifique, j'ai envie de vous dire que si la droite était rationnelle et scientifique, elle lirait les rapports du GIEC. C'est quand même l'essentiel des chercheurs. C'est quand même l'essentiel des chercheurs du monde, quoi. Moi, ça me fatigue ce truc parce que, franchement, écoutez les débats à l'Assemblée nationale. Écoutez la supposée rationalité que vous attendez de vos vœux. Où est-ce qu'elle est ? Moi, quand il y a un truc qui m'a fascinée dans l'Assemblée, c'est au mois de juillet, on était dans l'hémicycle et on débattait de la loi sur le pouvoir d'achat. Et dans cette loi sur le pouvoir d'achat, il y avait un article sur la construction d'un terminal méthanier au Havre. Ce terminal méthanier était fait pour importer du gaz de schiste américain au Havre. Et donc, il y avait cet article dans la proposition de loi, le projet de loi sur le pouvoir d'achat. Et en fait, à un moment donné, on a fait une pause dans les débats, on est sorti et on avait, alors ça fait d'ailleurs le buzz, mais on a fait, on a senti la fumée, donc ça grattait la gorge, ça grattait le nez. Et en fait, c'était les incendies de Bordeaux qui arrivaient, la fumée des incendies de Bordeaux qui arrivait au-dessus de l'Assemblée nationale. Et on est rentré dans l'hémicycle. Et la majorité de l'Assemblée nationale a voté pour le terminal méthanier. Où est-ce qu'elle est, la rationalité ? Où est-ce qu'elle est, en fait ? Et si vraiment la rationalité gouvernait le monde, eh bien, on entendrait les scientifiques du GIEC. Et aujourd'hui, les scientifiques sont dans l'obligation de eux-mêmes faire des actions de désobéissance, de se coller à des avions dans des meetings comme le Bourget, de rejoindre Extinction Rébellion parce qu'on ne les entend pas. Les scientifiques aujourd'hui sont obligés d'eux-mêmes prendre des habits du militantisme pour qu'on lise leurs articles et leurs putains d'articles. Je veux dire, elle est où la rationalité de la droite ? C'est qui la personnalité de droite qui parle d'écologie ? On a eu des débats des primaires des droites. Il n'y a pas eu un mot sur l'écologie. Pas un, la primaire de la droite, il n'y a pas eu un mot d'écologie. Elle est où la rationalité, là, en fait ? Donc, j'ai envie de vous dire, moi, la rationalité, ça me fatigue. Parce que maintenant, il faut prendre des mesures politiques en fonction de ce que l'on sait des scientifiques. Et sur la décroissance, ce que vous me posiez comme question, moi, je n'aime pas la décroissance, le terme, parce que je trouve que en fait, il se réfère déjà au PIB, mais c'est des critiques que même les décroissants revendiquent. Hein. Donc, il se réfère au PIB, donc il se réfère toujours au même indicateur qu'on doit faire décroître ou croître. Et puis, surtout, quand on pose les termes du mot décroissance, on pose des termes physiques, c'est-à-dire qu'on va diminuer la quantité d'énergie, la quantité de matières premières, et tout cela est très bien et c'est absolument nécessaire, mais on ne pose pas la question sociale. Et en fait, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, c'est presque
via la question sociale qu'on résoudra le mieux la question écologique. Parce que c'est en diminuant les inégalités, c'est en soutenant les plus pauvres, c'est en donnant ce qui est essentiel et en se séparant de ce qui n'est pas essentiel qu'on arrivera à faire le virage écologique dont on a besoin. Donc oui, ayons une rationalité, une rationalité de lecture du GIEC. Et soyons éco-anxieux. Aujourd'hui, être éco-anxieux, c'est être rationnel. Donc soyons éco-anxieux. Il faut flipper là, en fait. Maintenant. Bonjour madame. Déjà, merci d'être là. Ça fait plaisir d'avoir des interventions ici à Reims. Ce n'est pas tous les jours le cas. J'avais une question plutôt d'actualité sur la fuite des riches en Norvège suite à une augmentation d'impôts. La fuite des riches en Norvège ? Oui, suite à une augmentation des impôts de 0,01%. Chez nous, ils partent de France pour aller en Norvège ? Ou non, c'est en Norvège qu'ils partent ? C'est ça, c'est ils partent de la Norvège qui a augmenté son impôt. Il y a une émigration de Norvège des riches, d'accord. C'est ça. Okay. Et du coup, les riches vont plutôt se réfugier dans des États comme la Suisse, par exemple. Vous qui souhaitez taxer les super profits, comment vous envisageriez la fuite de certains riches en France ? Il y en a certains qui partent, hein, franchement. Tiens. Voilà, bon, que Depardieu parte, qu'ils partent. Hein. Non, mais... La deuxième chose, c'est que les États-Unis ont réglé ce problème en disant que si vous aviez une partie de votre patrimoine, une partie de votre activité économique, ou si vous viviez tant de mois aux États-Unis, eh bien, vous étiez taxé selon les modalités américaines. Bon, voilà, faisons ça. Après, moi, je trouve que le mythe du départ des riches me semble être tout à fait surévalué, parce que si on regarde les chiffres au moment où Mitterrand est passé, par exemple, je rappelle que Mitterrand, il avait quand même dans son programme une taxation, je crois, à 80% de la dernière tranche d'imposition, ce qui était quand même bien plus important que ce qu'on présente nous aujourd'hui. Il n'y a pas eu une fuite massive des riches, en fait. Donc, voilà, s'il y en a qui partent, il y en a qui partent. Après, on peut mettre des mesures pour qu'on les taxe quand même. C'est-à-dire, ils nous regarderont depuis la Belgique, puis on les taxera, et puis ça sera pas mal. Non, mais je veux dire, on va pas se... Oui, de toute façon, c'est des gens qui échappent déjà très largement à l'impôt. Hein. Très, très largement. Ils ont tout un tas d'optimisation fiscale et d'évasion fiscale qui fait qu'ils échappent très largement à l'impôt. Il nous reste 5 minutes, donc on va prendre les dernières questions. Comme ça, il y a déjà au fond. Bonsoir Madame Rousseau, merci beaucoup pour votre intervention. J'avais une question sur la décroissance, mais qui visiblement a déjà été posée. Du coup, je vais légèrement adapter ma question. Notre cher président de la République, il y a quelques années, avait dit que la décroissance, c'était le retour au modèle Amish. Du coup, ma question va être plutôt... C'est vrai qu'il avait dit ça aussi. Ah bah tiens, je m'en souvenais plus de ce truc. C'est vraiment... Il en rate pas une, quand même. Et du coup, ma question se portera du coup plus sur l'aspect politique et sur l'aspect du débat politique en France. Je pense ne pas être le seul à trouver que l'actuel débat politique, notamment pendant les présidentielles, était absolument aberrant et qu'on n'est plus capable, je pense, d'avoir des débats qui puissent intéresser les citoyens et qui ne soient pas juste des joutes verbales avec le seul but de se faire briller sans apporter au débat. Comment est-ce que vous pensez pouvoir contribuer à mener ces thématiques de société comme l'écologie qui sont fondamentales, mais qui sont tellement... Parfois, à peine on les aborde, on a des oppositions qui sont tellement virulentes qu'on reste dans un débat de surface sans jamais aller en profondeur, sans jamais creuser les sujets qui sont importants. Et bien sûr, les réseaux sociaux, c'est Twitter, sont des bulles de fil, c'est l'immédiateté, c'est les polémiques médiatiques. Et comment on fait pour s'en détacher ? Parce que bien sûr, ça peut profiter sur le moment, même quand on est à gauche, quand on veut se battre pour l'écologie. Mais comment on fait pour recréer du débat, un débat qui soit sain dans ce pays, pour pouvoir, au final, convaincre et les permettre à certaines personnes de revoir leur position. Je ne dis pas qu'il faut revoir toutes nos positions, mais de pouvoir se débattre d'une manière tranquille, pas forcément calme, mais d'une manière qui soit du moins pertinente intellectuellement.
Alors déjà, moi, je pense que à toutes les époques politiques, on a pensé que le débat s'appauvrissait intellectuellement. Donc, soit on est au cœur soit on est au cœur en fusion de la terre, là, tellement on est abaissé, soit en fait c'est aussi une forme de fiction. C'est-à-dire que si on regarde les audiences, par exemple, de la chaîne parlementaire qui retransmet les débats, elles n'ont jamais été aussi hautes. Donc ça veut dire que finalement, l'adversité intéresse les Français qui regardent les débats à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est ma première réponse. Ma deuxième réponse, c'est que... moi, j'ai quand même l'impression qu'on n'a jamais autant parlé politique que maintenant, en fait. Et c'est pas du temps où il y avait 3 chaînes et où il y avait en fait quelque chose de très descendant, de très cadré, qu'il y avait une plus grande richesse du débat politique. C'est pas vrai. Il n'y a jamais eu autant d'émissions politiques qu'il y en a actuellement, je crois, sur toutes les chaînes. Ça n'a jamais existé. Et des émissions de plus d'1 heure. Donc oui, le niveau des élèves baisse, le niveau du débat politique baisse. Oui, les gens sont plus cons qu'avant et tout ça. Mais à la fin... on est des humains et on fait les débats avec l'ensemble des technologies qui sont à notre disposition au moment où on les mène. Et je ne crois pas qu'ils soient beaucoup plus cons qu'ils n'ont été. Et je pense que les vôtres seront tout aussi et intelligents et cons que les nôtres et que c'est très bien comme ça. Voilà. Du coup, merci beaucoup à tous et à toutes d'être venus ce soir. On va mettre un terme à la conférence et clore tout ça pour ne pas rater le train. Merci à tous ceux qui ont posé des questions aussi, évidemment. Merci Sandrine Rousseau pour votre intervention. On vous rappelle que ce soir à 19h, il y a les Soulèvements de la Terre qui font une manifestation. Voilà, au passage. Et rendez-vous samedi à Toulouse pour ceux qui y sont. Voilà, rendez-vous samedi à Toulouse, rendez-vous à Rouen après. On sera en désinté pour les sciences PIS, donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas y aller. N'hésitez pas à contacter l'AER pour ceux qui seraient intéressés. Venez voir Émilie, venez me voir moi. Et ce soir, surtout 19h, Place Royale pour tout le monde. C'est pas la Place Royale, c'est la préfecture du coup. Voilà. N'hésitez pas à venir voir la NUPS, voir le syndicat aussi si vous avez des questions sur la gauche à Sciences Po et à Reims. Merci beaucoup à vous.